Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. C'est un enfant né avec une malformation congénitale qui, au fil du temps, a donc orchestré la déformation des pieds du tout petit, augmenté le volume de sa tête et aussi la délocalisation même de ses testicules de leur lieu habituel. Ce soir, Regard social explore à travers les experts sur le plateau les vraies causes même des maladies qui traumatisent cet enfant depuis pratiquement 3 ans aujourd'hui. Vous l'entendrez, en tout cas, sa maman va vous expliquer de quoi il est question et comment est-ce qu'elle vit avec cet enfant au quotidien. C'est un véritable calvaire pour cette jeune mère qui ne sait plus à quel sein se vouer. Elle est venue sur ce plateau, le plateau de Regard social, pour tenter de trouver la solution. Et certainement, ce sera avec votre concours, vous qui contribuez plus souvent à soutenir les différents cas qui sont présentés au cours de cette émission. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. C'est Regard social. Elle est donc avec nous sur ce plateau, cette jeune mère âgée de 21 ans aujourd'hui. Elle est tombée enceinte il y a 3 ans. Elle a fini par donner au monde cet enfant, mettre au monde cet enfant qui aujourd'hui est son véritable calvaire. Elle n'avait pas souhaité cela, mais seulement elle nous raconte son histoire. Mademoiselle Bana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes la maman du petit Owona Ngoulou Jean. Oui, je suis sa mère. Voilà, qui est âgé de 3 ans aujourd'hui. Alors, il est malade, il a plusieurs maladies, on l'a dit. Qu'est-ce qui lui est arrivé? L'enfant est né avec une malformation derrière le dos. Et à l'hôpital, quand j'ai accouché, on nous a demandé de partir à l'hôpital des Chinois. Arrivé à l'hôpital des Chinois, les Chinois nous ont envoyés à l'hôpital central. Arrivé à l'hôpital central, le docteur de l'hôpital central nous a demandé 1 500 000 pour opérer l'enfant, la tête et ce qui se trouvait derrière son dos. C'était quoi dans son dos? Spina bifida. Nous sommes rentrés à la maison pour chercher de l'argent. C'est là où il y a une mère là-bas dans notre village qui nous a indiqué un prêtre. Et c'est le prêtre là qui nous a pris de Mbalmayo jusqu'à Mvogbeti pour opérer ce qui était derrière sur son dos. Et on a opéré. Le docteur qui a opéré l'enfant a dit qu'il peut opérer le dos, mais il va rester longtemps sans sentir les urines. Et le fonctionnement de ses membres inférieurs? Il marche? Il ne marche pas. Il ne ressent pas la douleur de ses reins. Donc, il est insensible au niveau de ses jambes. Il ne ressent rien, même quand on le griffe un peu, il ne bouge pas. Au niveau de ses jambes, il ressent. Mais le problème se trouve au niveau de ses reins. Ses reins, c'est-à-dire? C'est quoi le problème au niveau des reins? Le problème au niveau des reins, c'est que les testicules ne se retrouvent pas à sa place. C'est ça qui fait en sorte qu'il ne ressent pas les urines ni les caca. Et arrivé à Etouribé. Comment est-ce qu'il fait, puisqu'il ne ressent rien? Comment vous savez qu'il veut faire pipi? Est-ce qu'il parle ou alors qu'il veut faire caca? Il vous dit? Il ne parle, il ne me dit pas. C'est moi-même qui vérifie s'il a fait caca ou pas. À 3 ans déjà? Oui. Donc il est né malade?
Il est né malade. avec cette bosse. Alors, est-ce que vous aviez suivi les visites prénatales normalement? Non. Ce qui me restait, c'est... Vous êtes quand même allé à l'hôpital rencontrer un médecin? Combien de fois? Une fois ou pas vraiment? 6 fois. Vous êtes allé 6 fois? Oui. Et on nous a demandé de faire l'échographie. Et comme on n'avait pas les moyens, nous sommes rentrés à la maison, attendre l'accouchement. Et comment vous vivez avec lui, cet enfant, depuis qu'il est né? Il est malade, il ne marche pas, il ne peut pas se mettre debout tout seul. Je vis avec... L'enfant rampe. L'enfant se tient, il se lève seul. Il arrête les choses. Mais pas pour longtemps. Mais pas pour longtemps. Vous faites quoi dans la vie? Je fais les bâtons. Je fais les bâtons pour nourrir mon enfant. Les bâtons de quoi? Les bâtons de Les manioc? bâtons de manioc. Oui. Vous trempez le manioc, il devient tendre, vous transformez ça en bâton de manioc. Je n'ai pas et vous acheté allez le vendre. manioc. Je n'ai pas acheté le manioc. Le manioc déjà crampé en fondu. Mhm. Je finis d'écraser et j'amène ça à la maison. On achète là sur place. Ok, vous avez vos clients Oui. qui savent que vous vendez les bâtons de manioc. C'est bien fait? C'est bien fait. D'accord. C'est pour ça que vous avez beaucoup de clients souvent. D'accord. Et c'est avec cet argent que vous nourrissez cet enfant, vous l'amenez à l'hôpital, c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Son père est où? Au village. Il fait quoi? Il ne travaille pas? Il ne fait rien. Et où sont les membres de la famille? Vos parents, votre père, votre mère et les autres membres de votre famille? Qu'est-ce qu'ils disent pour la prise en charge de cet enfant? Je n'ai pas connu mon père. Et ma mère est gravement malade. Elle a eu les troubles de tête, donc nous partons souvent à Foulana avec elle. Votre mère est malade, vous avez votre enfant malade, vous ne travaillez pas. C'est dit que dans la maison, c'est vous qui faites tout, quoi. Oui, c'est moi qui fais tout. Juste la vente des bâtons de manioc. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital pour cet enfant? Qu'il est possible de le guérir de toutes les maladies? On a dit à l'hôpital qu'il est possible de lui faire guérir, qu'on doit opérer la tête, les pieds et mettre les testicules à sa place. Mais on n'a pas dit le nombre exactement. Alors, c'est à la suite de l'opération, la première, que ses pieds ont commencé à changer de forme, c'est ça? La bosse qui se trouvait derrière son dos qui a fait en sorte que tous ces problèmes se produisent. Oui. Donc, il est né avec cette bosse et puisqu'on a enlevé la bosse, les pieds ont commencé à changer de forme, la tête qui prend du volume, les testicules qui ont changé de position également. Je veux dire d'endroit. Ça a changé de position. Il est même né avec. Il est né avec ça? Oui. Donc plusieurs maladies pour lui seul. Alors vous êtes venu, vous êtes parti de Yaoundé pour Douala. Vous êtes venu prendre part à ce programme, Regard social, pour vous adresser au public. C'est ça? Parce que vous avez besoin d'aide.
Vous voulez dire quoi à ceux qui vous regardent en ce moment? Bonsoir à tous. Je suis ici devant vous pour demander l'aide à mon bébé si présent. Je n'ai pas de famille ni des moyens pour lui faire guérir. S'il vous plaît, aidez-moi. Pour les personnes qui ont des bonnes volontés. Alors, lorsque vous avez déshabillé votre bébé, à votre arrivée ici, on a constaté qu'il avait des blessures également au niveau des fesses, des boutons sur sa partie intime. Les blessures ont commencé quand on a arrêté le remède qu'on lui donnait souvent là-bas en Vogbeti. Le remède qu'on avait opéré avec. Parce que c'était trop cher. 2 cuillères et demi coûtaient 5 000. Donc cela faisait 2 jours. C'est pour cela qu'on a arrêté. Quand on a arrêté, les blessures ont commencé. Jusqu'à maintenant, ça finit, ça recommence. Et vous êtes à la maison avec l'enfant? Oui. Parce que vous n'avez pas de moyens. D'accord, merci d'être venu. C'est Owona Ngulu Jean, c'est son nom. Il est âgé de 3 ans. Oui. Il a plusieurs maladies contre lui seulement. Donc vous avez besoin d'aide pour sa prise en charge. Et nous savons bien qu'ils sont nombreux qui aiment bien ou qui apportent toujours de leur soutien à ces différents cas qui sont présentés chaque fois sur ce plateau. C'est un plateau d'espoir, une chaise qui vous accueille, vous permet de retrouver le sourire prioritairement parce que avec le concours des âmes de bonne volonté, vous allez certainement avoir une solution pour votre enfant. Merci. D'accord. Merci d'être venu également sur ce plateau. Je voudrais vous inviter à suivre un peu la réalité de cette femme, cette jeune mère, avec son fils, parce qu'elle parcourt les rues à la recherche notamment de la solution aux différentes maladies qui traumatisent son quotidien ou son fils, parce que c'est son tout premier enfant et elle a laissé l'école en classe de 5e, dit-elle, pour porter son bébé. Et elle croyait avoir un bébé comme tous les autres qui naissent en bonne santé. Malheureusement, c'est un enfant qui naît donc avec une malformation congénitale, qui a également créé d'autres pathologies. Je vous invite à suivre ce reportage qui a été réalisé avec la caméra de Dallas Tchana et bien entendu Joël Essengé du côté de Yaoundé. C'est un reportage également monté avec la force et la puissance de Nani Warren Z2. Juste après, nous allons accueillir nos experts. Début de ces déboires. Il a un problème au niveau des testicules. Les testicules se trouvent au niveau des reins. C'est un enfant difficile. Quand je lui lave, je touche sa tête, il commence à pleurer. Et je touche aussi au niveau des testicules, il commence aussi à pleurer. Il me demande, maman, laisse, ça fait mal. Je laisse aussi. Le docteur a dit qu'il peut opérer ce genre de cas, mais pour ses besoins, il ne veut pas. Il va rester longtemps pour ressentir cela. Faute de moyens financiers, la famille a engagé un périple. D'abord chez les tradipraticiens, ensuite chez les pasteurs. Mais la solution n'a pas été trouvée. La jeune mère qui a laissé l'école en classe de 5e se débrouille pour nourrir un enfant secoué par les caprices des différentes pathologies qui le traumatisent. Il faut l'accompagner.
Ce que je veux pour l'enfant, c'est que les gens m'aident pour que mon enfant soit en bonne santé, pour qu'il marche. Si on peut opérer les pieds et la tête, on remet les testicules en place. Je me débrouille pour faire le bâton et vendre. Et c'est avec l'argent là que je le nourris. C'est un argent qui n'est pas suffisant pour l'amener à l'hôpital. C'est pour cela que je demande de l'aide aux gens qui ont une bonne volonté. Marcel et son fils Jean vous tendent la main, car leur avenir est incertain à cause de la vie au rabais. Et voilà donc cette jeune dame avec son fils qui est malade. 3 maladies contre moi, c'est le thème que nous avons choisi pour illustrer la situation de cet enfant qui a besoin de vous et qui vous tend la main. Voyez-vous, ce sont des situations qui arrivent également à d'autres familles et aussi avec également le concours des âmes de bonne volonté, des solutions sont très souvent trouvées. Alors, avec nos experts déjà sur ce plateau, Dr Fokam Piepi Yolande, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Flavien. Voilà, vous êtes médecin, pédiatre, enseignante à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Buea. Exactement. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous avez suivi le reportage, le témoignage. A priori, qu'est-ce que ça suscite en vous? Ça suscite beaucoup de choses, des manquements, je ne vais pas être accusatif, des manquements et à la fin, le résultat qu'on a avec un enfant, comme vous avez intitulé, trois problèmes contre lui seul et qui ne sont pas des moindres et qui vont être difficilement réparables, possiblement, mais avec une évolution qui sera bien lente, vu déjà le délai qui s'est installé au niveau des lésions. D'accord, merci également d'être là. Docteur Meledi, Alain Patrice, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fabien. Vous êtes vénérologue et dermatologue également. Tout à fait. Vous avez accepté cette invitation justement lorsque vous avez regardé les images qu'on vous a envoyées. C'est un enfant qui a carrément ses fesses, je vais dire, entourées de blessures. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est vrai qu'on aura l'occasion de s'étendre là-dessus, mais a priori, ça pourrait faire penser à une infection cutanée, a priori. Une infection là-dessus. Oui, tout à fait. D'accord. Merci également d'être venu sur ce plateau. Également, en face de vous, il y a Happy Armand, qui n'était plus passé ici depuis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Ndongo. Vous êtes pédopsychologue clinicien. Oui, effectivement. Voilà. Vous comprenez bien que sur le plan psychologique, cette maman est traumatisée parce qu'elle a du mal à s'exprimer, à expliquer ce qui arrive à son enfant. C'est vrai que la douleur de cette maman est perceptible. Cela peut se voir dans le débit très réduit débit verbal, je veux dire, très très réduit. Et j'en profite pour lui dire beaucoup de courage et beaucoup de courage aussi à toutes les familles qui traversent cette situation au quotidien. Parce que en plus de cette violence émotionnelle qu'elles sont appelées à subir, il faut noter les difficultés d'ordre financier parce que les soins, ça coûte excessivement cher. Et il faut noter aussi l'environnement qui n'est pas très souvent conciliant avec des jugements de valeur et des catégorisations qui, le plus souvent, n'ont pas pour vocation de rendre service à la personne qui est en détresse et à l'enfant. Merci. Merci d'être venu également ce soir sur ce plateau pour partager avec nos chers téléspectateurs. Docteur Yemi Racine, bonsoir. Bonsoir Flavien. Voilà, vous êtes médecin, ancien responsable de formation sanitaire. C'est généralement pour cette raison qu'on vous invite parce que vous avez une expérience avérée des différents cas, un peu comme celui que nous avons ce soir. Bien entendu. C'est vrai que c'est un cas assez difficile qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, mais qu'on rencontre tout de même.
Et là, comme l'a dit ma consoeur Dr Pokam, on ne voudrait pas avoir un doigt accusateur sur qui que ce soit, mais aussi il faut tenir compte de la situation environnementale. Parce que quand on regarde un peu l'infection cutanée qu'il y a, tout simplement, on peut aussi penser à une hygiène environnementale. Comment est-ce que la maman gère son bébé à la maison? D'accord. Nous allons davantage comprendre tout cela au cours de cette émission, mais avec vous davantage également, docteur Fokam. Vous êtes pédiatre. Généralement, c'est vous qui, a priori, découvrez ces pathologies lorsque le bébé naît. C'est une jeune mère, elle a 21 ans aujourd'hui. Elle n'a pas suivi des visites prénatales comme elle a elle-même avoué. S'y rencontre avec le médecin, mais sans avoir effectué des échographies pour savoir si l'enfant se portait bien. Effectivement, Monsieur Ndongo, comme vous dites, c'est nous les premiers, enfin, en principe, à voir ces anomalies. Mais il faut toujours dire que c'est plutôt nous qui venons après que quelque chose n'ait pas marché. Par exemple, là, elle a fait un suivi très, très minimal de sa grossesse où elle n'a pas fait d'échographie, ce qui aurait pu être déjà visible pendant ces échographies. Et donc, nous, on vient après, lorsque les lésions sont déjà installées. Et il y avait notamment déjà le spina bifida qui a été opéré 1 an et demi après la naissance avec son lot de lésions. Le spina bifida qui est une anomalie de fermeture de la moelle épinière au niveau du dos. Et donc, qui peut être à l'origine de toutes les autres anomalies que l'enfant a. Parce qu'avec la tête qui a augmenté de volume, ce qu'on appelle en termes médicaux l'hydrocéphalie, il y a une pression qui s'installe. Et cette moelle épinière qui n'est pas couverte, ça fait qu'au niveau des membres inférieurs, les membres inférieurs sont de plus en plus lésés. Et donc, on a les pieds déformés, les pieds beaux, comme vous avez appelé, qui sont carrément à l'envers et qui causent la difficulté à marcher à l'enfant, parce que n'oublions pas que la marche est liée au fait que les pieds, la voûte plantaire est en contact avec le sol. Donc, étant donné que les siens sont carrément inversés, c'est difficile qu'ils marchent. Donc, encore là, le pédiatre est le service après-vente. Service après-vente. Alors, docteur Meledi, non, vous n'êtes pas le service après-vente? Non, pas du tout. Donc, vous constatez lorsque c'est déjà là? Est-ce que on peut déjà, vous pouvez déjà savoir, lorsque l'enfant naît, s'il a une pathologie, une malformation congénitale, tout de suite? Oui, pour ce qui est des dermatoses véritablement congénitales, on peut les identifier effectivement à la naissance. On peut aussi identifier ce que nous appelons les dermatoses infectieuses que la mère transmet à son bébé au cours de la grossesse, notamment au cours d'une grossesse qui n'a pas été bien suivie. On peut effectivement les identifier dès l'accouchement si le dermatologue est appelé auprès de ce nouveau-né. Est-ce que ça peut être le cas pour cet enfant? Pour les lésions cutanées que l'enfant présente, à mon avis, ce sont des lésions qui apparaissent bien après la période néonatale. Donc, ça ne me semble pas être des lésions congénitales ou transmises par la mère au cours de la grossesse. Non. Alors, avec cette bosse qui occupait son dos et qui, après une opération chirurgicale, la mère dit qu'elle a observé que tout cela est sorti quelque temps après. Est-ce que ça peut être la cause qui a généré tout ce cette bosse après l'avoir extraite? C'est vrai qu'ici, ça va être un peu difficile d'identifier un peu qu'est-ce qui peut être la cause, parce qu'on ne connaît pas toute l'histoire, on ne connaît pas toute la chronologie. Mais a priori, pour moi, les lésions cutanées qui apparaissent après l'intervention, c'est une coïncidence. Je veux dire, du point de vue du temps, c'est une coïncidence. Je pense que les lésions cutanées sont absolument indépendantes de la chirurgie et les causes de ces lésions cutanées doivent être recherchées ailleurs. Ça fait penser à plusieurs tableaux infectieux, mais à mon avis, c'est indépendant de la chirurgie qui a été faite. Docteur Meledi, vous avez déjà rencontré un pareil cas? Ça peut être les pieds beaux, je veux dire, docteur Yemi, les pieds beaux, ça peut être cette tête qui prend du volume ou encore les testicules qui changent de localisation.
Oui, j'ai déjà eu à rencontrer ce genre de cas. Mais je me permets de revenir un peu parce que Dr Fekam l'a si bien dit. J'aurais voulu d'ailleurs qu'il y ait un gynécologue. Parce que comme elle a si bien dit, généralement, c'est à la fin du circuit que le pédiatre intervient. Mais si cette dame-là avait fait un suivi prénatal, je dirais, bien équilibré, je pense, parce que le spina bifida, si je me trompe, hein, je pense que déjà à la 4e semaine, on peut déjà découvrir cela. Alors s'il y a un bon suivi, parce que lorsque le gynécologue fait son échographie, un bon gynécologue ou alors un bon praticien d'échographe, il peut voir qu'il y a un problème au niveau de la colonne vertébrale. Et là, c'est bien dit qu'il y a une fente, ou alors parfois, je pense que c'est une fente. Et déjà, lors du suivi, il y a une prescription médicale qui doit être faite. Je pense que c'est la raison pour laquelle, généralement, on prescrit ce que nous appelons l'acide folique ou bien la foldine, qui a un impact important quant à, comment je vais dire ça, quant à l'avènement du spina bifida. Non pas que plus, si on prend bien sa foldine, hein, on a moins de risques. Et donc, le suivi prénatal de la femme est assez important. Elle a assez bien dit, c'est à la fin qu'on se retrouve avec, je mets le terme entre guillemets, le gâchis. Et maintenant, on doit maintenant chercher des solutions pour refaire, mais c'est déjà fait. Pourtant que si, en amont, on avait commencé à bien suivre, je pense qu'on aurait pu éviter certains dégâts. Oui, ça peut être dû à quoi, cette maladie que vous avez appelée spina bifida, par exemple? En général, comme le docteur Yemi l'a signalé, le spina bifida se rencontre surtout dans les déficits en folate, l'acide de la foldine chez les femmes enceintes. Donc, ce qui fait qu'on recommande souvent qu'en période préconceptionnelle, c'est-à-dire que quand on a un désir de grossesse, il faudrait déjà se mettre au moins 2 à 3 mois avant sous foldine, sous acide folique. Et c'est quelque chose de moins cher, accessible. Donc, ça veut dire qu'en fait, les grossesses ne doivent plus être des surprises. Il faut préparer sa grossesse. En off, elle dit que c'est une grossesse qui est arrivée, puisque elle se sentait déjà femme. Oui, parce que justement, comme le docteur Yemi l'a dit, le spina bifida, ça se fait dès la 3e semaine de grossesse. C'est-à-dire que la jeune fille ne sait même pas qu'elle est enceinte. Et c'est déjà installé. Donc c'est pour ça que la prise d'acide folique doit se faire même avant, quand on pense déjà. Mais dans son cas, comme vous le dites en off, elle vous a dit c'est arrivé. Et donc même avant qu'elle ne voie qu'elle n'a plus ses règles, la lésion du spina bifida était déjà installée. Elle a 21 ans aujourd'hui et c'est son tout premier enfant. C'est bien possible que tout cela lui arrive parce que peut-être elle ne savait pas. Quelqu'un a parlé de la question de l'environnement et de son comportement. Elle a perdu son papa un peu tôt et elle vit avec sa mère qui est également malade. Est-ce que ça pourrait être également cette motivation à se laisser emporter par les mots flatteurs de celui-là qui a réussi à lui donner cet enfant? Comme le pédopsychologue l'a signalé, il y a certainement un environnement qui a favorisé déjà peut-être cette grossesse surprise et l'environnement financier qui était très précaire, qui n'a pas permis que les visites prénatales se fassent comme il faut. La prise des médicaments à titre préventif n'a pas été faite comme il faut. L'enfant est né, le constat a été fait assez tôt, mais les difficultés financières encore et encore n'ont pas été favorables, ce qui fait que les lésions se sont installées. Par exemple, elle a dit que l'enfant ne contrôle pas les urines, l'enfant ne contrôle pas les selles. Ça, c'est les effets collatéraux du spina bifida et de l'hydrocéphalie. Et donc, peut-être même, comme le docteur Mélédé l'a dit, ces lésions sont certainement infectieuses du fait de l'irritation parce que l'urine, n'oublions pas, c'est acide. Les selles, c'est pas du sucre, donc il y a de l'acidité qui est permanemment en contact avec l'enfant. Alors, si la maman doit se battre avec ses bâtons, forcément, avec un enfant incontinent,
il y a des moments où il y a une certaine relâche dans le change du bébé. Et donc, voilà, les lésions cutanées s'installent. Alors, docteur Milady, là, on va évoquer la question de l'hygiène. Parce que si ça arrive, et on voit bien comment l'entourage de son appareil son appareil génital est donc endommagé, je vais dire ça comme ça entre guillemets, pour démontrer un peu la flexibilité et même la dangerosité même de ce qui lui arrive. C'est un enfant de 3 ans qui a carrément les blessures tout autour de son pénis et des fesses aussi. Oui, l'hygiène joue certainement un rôle ici, mais ce qui me frappe dans ces lésions, que l'on pourrait qualifier d'ulcères cutanés, ce qui me frappe quand même, c'est leur caractère chronique. Et donc, en raison de ce caractère chronique, effectivement, on doit rechercher des germes un peu particuliers. On doit rechercher des germes particuliers. Et donc, l'hygiène, certainement, a sa place, mais n'est probablement pas le principal responsable de ça. Quel est le risque qu'il peut courir ou que l'enfant court en le laissant dans cette même situation, dans ce quotidien qui manque d'hygiène appropriée, sans doute, même si vous semblez ne pas vous attarder là-dessus? Les risques sont nombreux. Le principal, le plus menaçant, le plus dangereux, c'est probablement le tétanos. Certainement le tétanos, qui est une maladie au cours de laquelle l'enfant présente des crises de paralysie en quelque sorte, ou de tétanie. En dehors du tétanos, on peut avoir une infection généralisée, on peut avoir une dénutrition, on peut avoir une déshydratation. Ce sont là les principaux risques que l'enfant court avec ces ulcérations cutanées. Alors, Armand Api, la maman dit que, faute de moyens financiers, les parents l'ont amené chez le tradipraticien qui a joué sa partition. Ils sont également allés rencontrer un pasteur aussi qui a joué sa partition, mais aucune solution n'a été trouvée. Je crois qu'avant d'évoquer la question des moyens financiers concernant ce problème que vous soulignez à l'instant, il faut revenir dans notre contexte socioculturel. À quoi est-ce que les gens attribuent la cause des choses qu'ils ne comprennent pas? Ça veut dire que je suis face à une situation, je n'ai pas d'information. Du coup, comment est-ce que j'arrive à m'adapter à cette information, à cette situation? Alors, on sait la puissance des croyances et des représentations. Du coup, en Afrique, on a tendance à croire que ce qui arrive de grave à un individu est souvent la conséquence d'une main invisible. Donc, s'il y a un esprit qui me pourchasse, qui me poursuit, la solution la plus adaptée pour pourchasser et poursuivre aussi cet esprit-là, c'est de se rendre chez quelqu'un qui a les armes pour pouvoir y faire face. Donc, ce n'est pas surprenant que face à une situation pareille, qu'on se retourne d'abord vers les praticiens et les pasteurs et autres messianiques. Le plus souvent, c'est lorsqu'on n'a pas eu de solution fiable dans ce type de soins, qu'on se retourne vers ce qu'on appelle généralement la médecine conventionnelle. Et généralement, on arrive dans cet environnement avec beaucoup de retard, avec beaucoup de moyens dépensés dans l'autre domaine de soins. Et il faut mettre les bouchées doubles, si je peux dire comme ça, une suppression pour pouvoir obtenir des réparations et autres. Et puis le service après-vente dont parlait la pédiatre tout à l'heure, ce n'est pas exagéré en fait, parce qu'on se retourne vers des solutions qui peuvent être utiles lorsqu'il se fait déjà parfois un peu tard. Voilà. Et puis il y a un autre élément qui a été évoqué sur le plateau tout à l'heure concernant les maternités précoces. Ça fait partie de ce qu'on appelle les comportements sexuels à risque. Donc très tôt, on se jette dans des comportements qui ne sont pas de nature à nous aider véritablement à trouver une certaine forme de sécurité affective et autres. Et parfois, lorsque certaines conséquences se produisent, l'environnement ne nous fournit pas toujours les ressources nécessaires pour pouvoir de manière efficace affronter ces difficultés. Et maintenant, avec un enfant qui a des difficultés énormes, et vous avez suffisamment
pensé le titre de l'émission. Voilà, 3 maladies contre moi. Donc, ça fait que l'enfant va subir parce qu'il y a un élément qu'elle évoquait tout à l'heure, les douleurs atroces auxquelles il fait face. Ça veut dire que c'est un enfant qui, pendant son séjour sur la Terre, reçoit des décharges, des choses excessivement compliquées. Je crois que c'est difficile à vivre pour lui et c'est difficile à vivre pour la mère qui ne trouve même pas les mots pour en parler. Alors, lorsqu'on écoute Armand Hapi, docteur Fokam, on constate qu'il y a un problème d'ignorance qui se pose en même temps, parce que c'est une jeune mère qui ne sait pas ce qu'il fallait faire, mais qui subitement se retrouve enceinte et qui a un enfant et qui ne sait peut-être pas aussi comment entretenir un bébé, un enfant, et l'enfant grandit dans cet environnement certainement impropre et autres, et étant malade, elle écoute à gauche, elle écoute à droite, et elle suit simplement ce qu'on lui propose. Donc c'est dit qu'il y a un problème d'ignorance en même temps. Tout à fait, et c'est ça le véritable fardeau de la grossesse des adolescentes, parce que qui dit 21 ans maintenant dit qu'elle a été enceinte à l'âge de 17 ans. Donc jeune adolescente avec un papa décédé, une maman qui a des soucis, des problèmes mentaux probables, peut-être pas d'aide, forcément très vite, arrêter l'école en classe de 5e. Donc très vite, elle a été livrée à elle-même. Dieu seul sait si elle maîtrisait déjà même son cycle, parce qu'on a certaines adolescentes qui, c'est très tardivement qu'elles maîtrisent même déjà ce que c'est qu'un cycle, quand est-ce qu'est la période de fertilité ou bien quand on n'est pas. Donc la grossesse arrive, elle ne sait même pas comment elle doit faire, ce qu'il faut faire, elle n'a même pas les moyens, parce que avant même de ne pas savoir, elle n'a même pas les moyens de le faire, et donc elle se retrouve jeune maman, parce qu'en général, les mamans sont souvent là pour nous aider à prendre soin des nôtres. Mais là, tu as une maman déjà qui a un souci. Toi, jeune fille de 17 ans, tu te retrouves enceinte. Le papa qui certainement peut-être a disparu dans la nature ou bien ne s'en occupe pas. On aboutit à cela. Comme le docteur Yemi l'a dit, gâchis. Docteur Yemi, le papa ne fait rien. La mère non plus. Elle vend les bâtons de manioc. C'est ce qu'elle fait comme activité. Ça, c'est simplement pour se nourrir. Ce n'est pas pour prendre en charge cet enfant. Donc c'est une équation, c'est une autre maladie, on va dire. Parce que là, ne pas pouvoir trouver la solution à la maladie que vous avez, ou alors que la maladie qui secoue votre enfant, et chercher encore à manger quelque chose avec trop de difficultés, c'est une autre maladie. D'où, au lieu de dire 3 maladies contre moi, je pourrais me dire 4 maladies contre moi. Parce qu'il y a également cet effet de précarité. Et cela me permet également, je parlerai sous le contrôle du docteur Mélédji et peut-être aussi du docteur Fokam. Tout à l'heure, moi j'ai dit qu'il y a un problème environnemental. Le fait qu'il y ait cette précarité fait qu'il y ait, je pense, sans risque de me tromper, également un problème d'hygiène, de vie. Parce que ça nous mène à un autre sujet. C'est cette dermatose-là. Bon, je pense que d'aucuns, docteur Mélédji, parfois, ça vous voyez souvent, je pense, même docteur Fokam, il y a qui avec les enfants dire que mon fils ou ma fille a la maladie rouge. Je pense que ça commence souvent par là. Or, c'est un problème d'hygiène. C'est un problème environnemental de société. Comme elle a si bien dit, nos mamans sont là pour nous aider. Alors, si elle est là, elle doit penser à sa propre pitane, penser à l'enfant, penser naturellement à sa mère. Nous sommes des Bantous, nous sommes en Afrique. Sûrement, il y a une tante qui est à côté, il y a un oncle. Et comme c'est déjà une grande fille, elle a un enfant, hein. Elle n'est plus considérée comme une fillette. Hein. Il y a une femme, les seins en pâture, elle a des seins. Donc il y a l'oncle qui est à côté, qui va demander un verre de vin, qui va demander une bouteille de bière. C'est la poussée au vice. Dans tout ça, elle n'aura pas le temps de s'occuper parfois de son enfant. Dès qu'elle a mis une couche, l'enfant est là,
il rampe un peu là, il patauge dans n'importe quoi. Tant peut-être qu'il ne pleure pas, tant qu'il n'a pas lancé un cri de détresse, il ne pourra pas attirer l'attention de sa maman. Entre-temps, l'enfant a déféqué, il a fait pipi, elle a bien dit, il y a de l'acide dedans, ça va irriter les fesses et tout et tout. Donc, ça crée du n'importe quoi. Donc, je pense que le fait que c'est le malheur que certaines de nos jeunes sœurs ont à la fleur de l'âge, quoi. Elles sont enceintes après, celui qui a mis la grossesse, il disparaît dans la nature. Bon, le fait comme là, c'est bien dit, je n'en veux pas à cela, mais c'est un défaut de société que nous devons également voir. Alors, le papa de l'enfant, il n'est plus là, de toute façon. C'est ce qu'elle nous dit. Peut-être à cause de la maladie. L'enfant qui naît avec cette déformation ou malformation congénitale. Et après, il y a autre chose qui s'ajoute. Les testicules qui changent de lieu et la tête qui prend du volume. Le père n'a certainement pas supporté tout cela. Il a pris du large. Mais là, on va agir un peu en aveugle parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas s'il est au courant même qu'il y a eu une grossesse jusqu'ici. Donc, je pense qu'avant de nous prononcer sur cette question, il faut avoir un peu plus d'informations. J'ai entendu la maman dire qu'il est au village, il ne travaille pas et tout. Mais la question c'est, est-ce qu'il est au courant qu'il a un enfant en ville? Est-ce qu'il est au courant de l'état de santé de l'enfant? Est-ce qu'eux, ils en ont discuté? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc, tant qu'on n'a pas ces éléments de réponse, on ne peut pas se prononcer sur la question. Mais toujours est-il que lorsqu'on... Et ça, c'est l'expérience et aussi la recherche qui nous l'enseigne. Les familles, bien les couples qui ont un enfant à besoins spécifiques, la plupart du temps, finissent par se séparer. Parce que, toujours restant dans les croyances en Afrique africaine, c'est soit la mère qui sait où aller chercher cet enfant, c'est soit le père qui a vendu l'enfant pour se faire de l'argent, c'est soit ci, c'est soit ça. Donc finalement, on s'embourbe dans cette spirale au point où on arrive le plus souvent à des divorces. Et je l'ai expérimenté avec pas mal de couples ayant des enfants avec autisme avec lesquels je travaille et tout. Donc beaucoup de mamans vous disent le père il a disparu, il a dit que ce n'est pas mon enfant, je ne peux pas accoucher ce type d'enfant, etc. Et c'est la maman qui supporte tout ça. Et c'est la maman qui supporte ça avec tout ce que ça entraîne comme détresse émotionnelle, avec tout ce que ça entraîne comme stigmatisation, avec tout ce que ça entraîne comme dépenses financières que le plus souvent elles n'en ont pas, avec tout ce que ça entraîne comme stress. Et c'est démontré que les parents les mamans qui ont un enfant à besoins spécifiques sont les mamans les plus stressées. Donc elles sont employées d'une entreprise qu'on appelle le handicap de leur enfant. Et puis elles sont amenées à travailler du matin au soir, 31 jours sur 31, 365 jours sur 365. Et le plus souvent sans récompense, l'unique récompense qu'elles peuvent recevoir, c'est la détresse émotionnelle, c'est les moqueries, c'est tout le reste. Et des nuits sans dormir. Donc je crois qu'il y a suffisamment de grains à moudre pour ces mamans. Il faut vraiment que des espaces soient créés pour pouvoir leur apporter ce soutien psychologique qui, à un moment, peut être suffisamment important. Parce que le plus souvent, lorsque la mère elle-même n'est pas prise en charge dans le programme de soins qui est proposé, le trauma et la détresse qui sont associés à la maladie de l'enfant peuvent faire qu'elles ne se sentent pas très impliquées dans le processus de soins. Et si les aidants naturels, la mère en l'occurrence, ne sont pas au top dans le protocole d'intervention, les résultats peuvent être suffisamment mitigés. Dr. Fokam, je vois secouer la tête. Comme pour dire quoi? Pour dire que c'est un cas difficile. Le cas que nous avons ce soir, c'est un cas difficile. C'est vraiment beaucoup de choses et pas des moindres, c'est des grosses choses. Parce que même si on va tenter une action là maintenant, parce que là dans la chronologie que je vois qui puisse vraiment redonner un petit grain de souris à cet enfant, ce serait déjà peut-être la correction de ses pieds beaux pour qu'il puisse au moins marcher, pour que la maman n'ait plus à le porter
de façon constante, parce que ça, comme il a dit, c'est un élément de détresse. Avoir un enfant de 3 ans qu'on porte du matin au soir, ça c'est difficile. Après s'être attaqué au pied, maintenant voir le problème de la malformation au niveau cérébral, notamment son hydrocéphalie, qui en elle-même n'est pas du moindre, en espérant récupérer. Parce que bon, la magie avec les enfants, c'est qu'ils ont une capacité de récupération au moins de 0 à 5 ans. Le cerveau est encore très plastique, donc tout est possible, les espoirs sont possibles. Donc c'est ce que je vois dans la chronologie, déjà lui corriger ses pieds et après essayer de s'attaquer à son hydrocéphalie. Docteur Melody, justement, on aborde un peu le volet prise en charge. On a cité 3 maladies, il y a certainement plus. Docteur Yemi a ajouté une 4e. Comment est-ce qu'on peut opérer ou comment s'opère la prise en charge d'une situation comme celle-ci, d'un enfant qui a plusieurs maladies comme celui-là? Je suis un peu d'accord avec la chronologie qu'a indiqué ma collègue en indiquant que corriger le pied beau, c'est assez urgent. Corriger également l'hydrocéphalie, c'est relativement prioritaire. Tout ça peut se faire même plus ou moins simultanément, en s'adressant à plusieurs spécialistes à la fois. Et pendant qu'on fait l'un et l'autre, on peut effectivement régler le problème cutané. Et pour régler le problème cutané, la première des choses, c'est de poser bien entendu le diagnostic. Et pour poser le diagnostic, on aura besoin de bien examiner l'enfant, de bien examiner les lésions et surtout de faire des prélèvements biologiques qui nous aideront à poser le diagnostic des lésions cutanées. Mais je n'exclus pas des maladies chroniques et sévères telles que la tuberculose cutanée ou telles que même le pian, qui est une maladie négligée qui existe encore surtout en milieu rural. Je n'exclus pas des maladies chroniques telles que celle-là. Alors donc une prise en charge multidisciplinaire telle que vous aimez bien le dire dans votre jargon. Tout à fait. Voilà, donc, alors docteur Yemi, c'est le même procédé qu'on va utiliser? Je pense que, comme le docteur Fekam, docteur Médis ont tout dit, il faut une prise en charge multidisciplinaire, absolument. Je pense que c'est faisable. Et on peut encore accorder à cet enfant son sourire. Parce que c'est vrai, c'est compliqué. Parce que je ne dis pas que si on avait bien commencé au départ, on ne serait pas arrivé là, non. Mais c'est là. Je pense qu'on peut encore faire quelque chose pour lui apporter, n'est-ce pas, le sourire. Et puisque nous sommes toujours là pour éduquer les populations, leur faire comprendre que quand on est... Le temps il dit, je pense que, est-ce que la maman a même d'abord fait un bon bilan de santé? Est-ce que la maman d'abord fait un bon bilan de santé? Parce que tout peut aussi provenir de la maman. Tout peut aussi provenir de la maman. Si elle n'a pas fait un bon bilan de santé, si elle n'a pas fait le BABA, son test de la syphilis, parce que vous avez parlé du pian, ce qui est vrai, si elle n'a pas fait sa torsoplasmose, si elle n'a pas fait sa rubéole, si elle n'a pas fait ça, tout cela peut entraîner des conséquences à l'enfant. Alors si, en faisant, je pense qu'aujourd'hui, même dans les villages les plus reculés, il y a quand même le BABA que l'on puisse faire, docteur Fekam, je parle sous votre contrôle. Donc, si dès le départ, on avait fait quelques petits examens, je pense quand même qu'on aurait évité. Je ne dis pas que c'est un problème, mais la probabilité est quand même assez importante. Et je reviens un peu sur ce problème avec votre émission. Quand une femme tombe enceinte, c'est plus 10 ans, 30 ans, 50 ans par le passé. Nous voyons des émissions à la télévision. On donne des conseils. Il y a des affiches partout. Si on va au cabinet du docteur Fekam, on va voir que de 0, quand une femme est enceinte ou bien quand un enfant, il faut faire ça. Il y a... je ne sais pas si ça veut dire la publicité, si on peut utiliser ce terme entre guillemets, pour les soins de santé primaires et élémentaires. Même dans les villages les plus reculés, il y a des PMI pour pouvoir apporter, c'est-à-dire l'élément de base pour le suivi
Oui, de sensibilisation. Changement de comportement. Changement de ainsi comportement, suite. tout Quels ça. sont les premiers gestes Les premiers gestes. Donc, si cette maman avait été bien suivie dès le départ, elle est enceinte. Même sa maman, je ne sais pas si elle a des problèmes, n'a-t-elle pas une sœur, une cousine ou une tante qui pourrait l'orienter à aller dans un centre médical? Je pense que c'est possible. Malgré la précarité que nous vivons dans notre contexte, je pense que c'est possible. Donc, il faut, dès le départ, voir l'état de la maman. Peut-être que l'état de l'enfant découle même d'un déficit de santé de la maman. Donc, il faut essayer de revoir tout ça. Et je dis pour... Il n'a pas fait cet enfant seul, on parlera. Voilà, il n'a pas fait cet enfant seul. Le père, je ne suis pas sûr que le père savait. Donc, il faut le dire. Le père, alors, savait qu'elle est enceinte et sait que l'enfant a ses problèmes. Si cet enfant était bien, je pense que malgré son état, c'est mon fils, c'est le chef de famille, c'est mon fils, chef de famille et tout et tout. Si c'était une fille, c'est ma fille, c'est elle qui va me rendre riche et tout et tout. Nous sommes dépendants de tout ça, il ne faut pas l'exclure. Mais c'est parce que cet enfant a des problèmes que le père a disparu. Il est quelque part. Il nous suit. Il a vu cet enfant-ci. Il voit comment le docteur média intervient, il voit comment le docteur fait comme intervient, il voit comment... Il est là, il nous suit. Et c'est sûr même qu'il avait que une autre. Et si, par malheur, ce que je ne souhaite pas, un enfant né avec une complication pareille, il va encore fuir. Donc je pense que de tout n'est pas seulement, mais il faut aussi éduquer, n'est-ce pas, la masse. Ces frères-là, si je peux les appeler ainsi, ces hommes-là, n'est-ce pas, qui... Cet enfant n'a pas demandé... Il n'a pas demandé à naître comme ça. Et puis, il n'est pas né seul. Ce n'est pas la Vierge Marie, n'est-ce pas, non, il a un père qui est là et il nous suit très bien. Je pense que normalement, même sous le contrôle du pédopsychologue, il faut quand même que parfois, il y a des services dans des commissariats, comment on appelle ça, social, merci, il y a des services, il y a le service social pour aller l'interpeller. Et comme elle dit qu'elle sait que ce monsieur est au village, il fait quoi? Ne serait-ce que l'amour, n'est-ce pas? Venir porter le bébé, aider même la maman pendant qu'elle est en train de faire ses bâtons, l'aider à le porter, et ça donnerait encore une bouffée d'oxygène à la maman, ça l'encouragerait encore à pouvoir supporter ce stress-là. Alors, l'autre risque, c'est qu'elle peut également, elle peut encore tomber enceinte. C'est pour... Armand Happy, on comprend bien que dans le cadre de la prise en charge, tout commence par... enfin, on pourrait penser que tout commencerait par la prise en charge psychologique. Parce qu'on peut lui administrer tous les soins qu'il faut. Si la maman elle-même n'est pas psychologiquement stable, ça va être un peu compliqué. Donc je pense que tous les trois docteurs sur le plateau ont bien relevé qu'il faut rester dans un modèle pluridisciplinaire et il y a des choses qui peuvent se faire simultanément. Donc ça veut dire que rien n'empêche que pendant que l'enfant est en train de suivre une chirurgie pour ses pieds, que la maman soit en train d'être restructurée sur le plan de la santé mentale et autres, et sur le plan du développement des habiletés parentales qui soient adaptées pour la prise en charge de son enfant. Également, il faut tenir compte du fait que le spina rachida qui entraîne dans presque 90% des cas une hydrocéphalie est souvent à l'origine aussi d'une forme de perturbation sur le plan psychologique en termes parfois des dysfonctionnements, des fonctions exécutives, la mémoire du travail, la planification, l'organisation, l'inhibition du comportement et autres. Mais toutes ces fonctions psychologiques doivent faire l'objet d'une évaluation
parce qu'elle participe à la régulation de l'état émotionnel de l'individu, elle participe à la qualité des apprentissages que la personne peut faire, et elle participe au type de comportement, bien au comportement que la personne peut produire. Donc ce serait bien de pouvoir aussi faire un bilan diagnostique en termes de déficience intellectuelle, en termes de déficit des fonctions exécutives et en termes de comportement adaptatif chez l'enfant. Parce qu'il peut avoir des difficultés sur le plan de la communication, par exemple, sur le plan de l'autonomie, sur le plan de la socialisation, parce qu'avec ces problèmes de santé, difficilement il pourra être en contact véritablement avec les autres. Mais quel est l'effet que cela peut produire sur l'acquisition ou bien le développement des compétences sociales. Il faudrait aussi regarder si cela n'entraîne pas effectivement des déficits sur le plan de la motricité déjà globale et aussi la motricité fine. Donc tout ça, il faut pouvoir évaluer et présenter de manière concrète, de manière fiable, le niveau de fonctionnement adaptatif de l'enfant. C'est fondamental. Alors, cette maman n'est pas venue à Regard Social pour seulement écouter les explications que vous donnez sur ce plateau. C'est déjà une bonne chose pour elle. Elle sait qu'il y a de l'espoir pour son enfant et pour elle-même aussi. Mais seulement, elle a tendu la main aux âmes de bonne volonté, au public qui regarde, à ceux qui suivent ce programme au quotidien. Donc, c'est une question du nerf de la guerre également pour la prise en charge. Oui, toujours le nerf de la guerre. Et tout à l'heure, on était en train un peu de parler du fait qu'elle ne s'est peut-être pas soumise à certains examens médicaux prénataux ou à des consultations prénatales. Il est possible également que la question financière ait joué pour l'accessibilité à ces soins prénataux ou aux soins de santé primaire. Donc l'argent, effectivement, reste le nerf de la guerre pour prévenir, pour que ce genre de cas ne se reproduise plus, ou alors pour traiter ce cas spécifique qui nous est présenté ce soir. Tout à fait. Docteur Fokam, vous êtes une maman. Lorsqu'une maman parle, c'est le monde qui tremble. Oui. Effectivement, c'est le monde qui tremble. Et comme les autres l'ont dit, docteur Yemi disait 4 maladies. Moi, je dirais même peut-être 5, 6, parce que là, on a une jeune maman de 21 ans qui est vraiment en début de sa fertilité. Donc, elle aura encore des enfants. Donc, il est vraiment... Elle-même, je ne vais pas dire que c'est une maladie, mais elle aussi, on doit véritablement la prendre en charge parce qu'il est clair qu'elle aura d'autres enfants. Et donc, il faut éviter qu'elle se retrouve. Parce qu'un deuxième enfant qui vient encore avec des anomalies, à la limite, je vais dire que ce sera... on pourra la perdre. Donc, il est question qu'après la prise en charge multidisciplinaire, grâce certainement aux âmes de bonne volonté, pour ce petit, il faudra qu'on aide la maman elle-même à comprendre tous les défis qui l'attendent dans sa vie fertile. Parce qu'il est vraiment important qu'on prévienne les récidives pour elle d'avoir un autre enfant qui ait des malformations. Est-ce qu'on peut éviter ça, de ce qui lui arrive aujourd'hui? En tout cas pour d'autres jeunes filles qui nous suivent, qui vous suivent en ce moment. On peut éviter et cela passe déjà par l'éducation parentale à la maison. Parce que je pense que nous, les parents, l'éducation de la jeune fille et du jeune garçon, ça commence à la maison. C'est les parents, c'est pas à l'école, c'est pas dans le livre, c'est pas à l'église, c'est pas chez les marabouts que la jeune fille va apprendre que dès que j'ai mes règles, ça veut dire que le moindre acte sexuel, je suis susceptible d'être enceinte, je suis susceptible d'avoir des IST. Donc commençons déjà par éduquer nos jeunes filles. Essayons autant que faire se peut de les mettre à l'abri du besoin parce que comme les copanélistes l'ont relevé, peut-être c'est ce manque d'affection et de tout qui l'ont poussé dans les bras du papa qui a disparu et qui nous suit. Parce que moi aussi je pense qu'il nous suit. Donc il faut qu'on capacite, empower comme disent les anglophones, il faut capaciter les jeunes filles, les mettre à l'abri des envies, les mettre à l'abri du besoin. L'éducation à la sexualité. L'éducation à la sexualité. Il faut leur donner des capacités de se prendre en charge elles-mêmes, de ne pas être dépendantes, surtout financièrement. Alors, vous travaillez pour l'hôpital régional de Buea. Elle pourrait certainement voyager et faire un tour là-bas. Il n'y a pas de souci, je lui offrirai le voyage de Yaoundé à Buea. Merci bien, c'est déjà une bonne chose pour cette jeune mère qui nous suit. Docteur Yemi, il faut
mobiliser pour la prise en charge de cet enfant. Et de sa mère aussi, pourquoi pas. Naturellement, il faut se mobiliser. Le docteur fait comment parler, la mère des enfants. Mais maintenant, c'est le chef Peut-être de commencer famille. à parler de famille. Je pense que j'ai apprécié sa dernière intervention parce que l'éducation, c'est d'abord à la maison. La maman doit être la copine de sa fille, le papa doit être le petit copain de son fils et partager. On ne doit pas être des gourous à la maison. Nous devons échanger avec nos enfants. Ce que nous n'avons pas pu avoir avec nos parents dans l'ancien temps, le monde est dynamique aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, le monde est devenu androïde, donc nous devons essayer de communiquer avec nos enfants. Et cette jeune maman de 21 ans, le docteur Fekam l'a dit, il ne faut pas qu'elle ait un manque de désir, je ne sais pas si je m'exprime bien, manque de désir d'avoir un deuxième enfant. Parce que celui qu'elle a peut déjà la traumatiser et l'empêcher d'avoir un autre enfant. Donc, on peut se mobiliser. Les âmes de bonne volonté peuvent venir en aide à cette jeune dame parce que, comme j'ai dit, l'espoir n'est pas perdu. On peut encore apporter du sourire à l'enfant et aussi à la maman. Et aussi à la maman. Parce que si la maman est traumatisée, vous savez, il y a ce contact affectif qu'on peut transmettre à l'enfant. Je parle sur le contrôle du psychologue ainsi que la pédiatre. Du professeur, il faut bien dire. Donc, il y a ce contact. Si vous êtes stressé, vous transmettez également ce stress à l'enfant. Si vous pleurez, vous transmettez les pleurs à l'enfant. Si vous riez, vous transmettez le rire, le sourire à l'enfant. Alors si la maman n'est pas dans son état épanoui, on perd l'enfant. On a beau chercher à faire des efforts pour redonner le sourire au petit, si elle-même n'est pas, n'est-ce pas, dans son assiette, ce sera peine perdue. Donc non seulement à l'enfant, mais aussi à la maman par des conseils, par un suivi psychologique. Et dire également, je reviens sur ça, dire aux garçons de faire attention parce que cette fille-là, comme a dit peut-être l'effet de la précarité, c'est elle allait se jeter à quelqu'un qui lui a promis monts et merveilles et au bout du chemin, il a lâché, ce qui n'est pas correct. Docteur Mélési, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose parce que pour compléter un peu ou pour insister sur un point, je crois que mes collègues parlent beaucoup ici de la responsabilité familiale ou de la responsabilité individuelle. Je pense aussi qu'il y a une responsabilité collective et notamment de l'État. S'il était possible d'assurer des soins gratuits à la femme enceinte, ce serait déjà un pas en avant pour la prévention des autres cas. Ou éventuellement, en plus des soins gratuits à l'enfant de 0 à 5 ans. On soigne déjà le paludisme gratuit chez les enfants. Je pense qu'on peut également assurer des soins à l'enfant de 0 à 5 ans. L'État arrive très bien aujourd'hui à assurer des soins gratuits aux personnes vivant avec le VIH, arrive très bien à assurer des soins gratuits aux personnes atteintes du Covid. Je pense qu'il est possible également... Vous ouvrez certainement une fenêtre à ce qu'on entend parler depuis quelque temps. On parle de l'assurance santé universelle. Peut-être que ça peut être une possibilité aussi. Ça peut être ça, mais encore que ça, c'est une autre façon d'aborder les choses, où on mettrait en quelque sorte le coût de la santé sur la société. Alors que moi, je parle de mettre le coût de cette prise en charge vraiment sur l'État ou le gouvernement. Donc, tout est possible de toute façon. J'espère. Juste un petit mot. Oui. Docteur, il a ouvert le pan. Déjà qu'on a commencé avec les femmes vivant avec le VIH, je pense que ce n'est pas encore bien huilé, mais je pense qu'avec le temps, on pourra y arriver. On a commencé avec les femmes vivant avec le VIH. Je pense qu'avec des femmes, entre guillemets, vulnérables, parce qu'elle, c'est une femme
vulnérables. Je pense également qu'on peut également les introduire dans ce même panier-là. Alors, elle peut également apprendre un métier lorsqu'elle sortira de cette situation. Exactement. Elle n'est pas allée ou encore elle a encore l'âge d'aller à l'école aussi. Elle a encore l'âge d'aller à l'école, elle a arrêté en 5e, donc elle sait parler, s'exprimer. Je pense que c'était juste l'émotion et tout le fardeau qu'elle a qui l'empêchait, des difficultés, qu'elle avait des difficultés à s'exprimer. Mais je pense qu'elle a toutes ses chances d'être mieux demain. D'accord. Merci, Dr Fokam, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes médecin pédiatre, enseignante à la faculté des sciences de la santé de l'université de Buea. J'ai appris tout à l'heure que vous êtes professeur. Non, pas encore. C'est le début. Je suis encore à la pré-maternelle de l'enseignement. Mais enseignante, voilà. Très bien. En même temps, donc, merci à vous également, Dr Yemi. Dr Melody, j'allais dire, qu'est-ce qui m'arrive avec vous deux? Dr Melody et Dr Yemi, merci, et Aman Hapi d'être venu sur ce plateau également. Nous allons vous inviter à marquer une pause pour un cas, et comme vous le savez, cette jeune dame et son enfant ont d'ailleurs besoin de votre soutien, et je suis convaincu que vous allez faire ce que vous savez bien faire, c'est-à-dire soutenir les âmes de bonne volonté, les âmes sensibles qui passent sur ce plateau. C'est d'ailleurs le cas avec ce reportage que je vous invite à suivre pour ce cas qui avait déjà été présenté, qui attend également une prise en charge normale pour sortir de ces difficultés que rencontrent deux cas. Et en même temps, on peut déjà savoir qu'au terme de cette prise en charge, il y aura de l'espoir. Quartier Ndogbong à Douala. Nous sommes au lieu dit dépôt des planches. Le calme apparent que l'on aperçoit ici cache mal la souffrance qui ronge Namou Lucie, clouée dans son lit depuis bientôt 3 ans. Lucie est malade. Son état de santé ne cesse de se dégrader. La douleur est atroce. Ouais. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, oh, papa, oh. Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ceci, oh. Cette femme, qui n'a plus vu la lumière du soleil depuis plusieurs années, n'oublie pas le début de son calvaire. Non, ça a commencé en 2017. Au départ, c'était dur. C'était dur. On m'a dit qu'il faut que je presse souvent ça comme ça. Ou c'est au fur et à mesure que je presse que ça devient comme ça, je ne sais pas. Maintenant là, c'est mou. Mais c'est lourd. C'est mou. Mais c'est lourd. Comme je suis couchée comme ça, je ne peux pas me reculer comme ça. On m'a pris, m'a mené même à Loum, à l'hôpital à Loum. À Loum là, eux ils traitaient que les blessures. Je n'avais pas encore le poids si. Je n'avais pas encore le poids si à Loum là, même à Loum là. Après Loum là, nous sommes venus ici à BP Cité. Étant couché, c'est étant couché, tellement couché là, que le poids a commencé à venir. Jusqu'à ce que j'ai ce poids-ci. La malade ne sait plus à quel sens se vouer. Dans le périple engagé pour la recherche de la solution à son problème, la dame qui peine à trouver une position stable dans son lit a même rencontré les tradipraticiens avant des spécialistes de la médecine moderne. Le résultat n'a pas été celui qu'elle souhaitait. Et ça faisait aussi tellement mal. C'est là où je me suis levée. J'ai réfléchi qu'aller à l'hôpital, où ça serait comment. Je suis partie chez un marabout. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Non, il faut nous dire ce qu'il a fait. Il a dit qu'il a retiré quelque chose sur ça. Il m'a même montré un truc là qu'il a retiré sur ça. Je suis rentrée. En arrivant à la maison, ça faisait encore plus que mal. Je n'ai pas fait même
30 minutes chez le marabout. Il a retiré un truc. Il a dit qu'il a retiré un truc. J'ai même vu. C'était comme un caillou. Ça n'a pas donné. Je suis partie à Yaoundé. À Yaoundé, on ne faisait que faire la prière. On a prié aussi. J'ai fait plus de 2 mois à Yaoundé. Dans la famille de Lucie, des personnes de forte corpulence sont une espèce rare. Ses sœurs qui s'occupent d'elle au quotidien ont presque perdu le sommeil. Nous, on n'a jamais vu ce cas. Et on n'a jamais eu ce cas dans notre famille. Nous sommes des gens de petit corps. Il n'y a personne qui a eu ce corps dans notre famille. Papa, je veux la guérison de ma sœur. Si vous pouvez, si nos sœurs, nos frères camerounais, que ce soit à l'étranger, que ce soit où, s'il nous entend, s'il nous regarde, qu'il nous vient en aide vraiment. Nous sommes dépassés, ce n'est pas parce qu'on n'a pas... On est aussi allé dans les hôpitaux, mais l'argent est fini. On ne nous a jamais expliqué de quoi notre sœur souffre. Le médecin vient, il se place là, il regarde, il secoue la tête. Il part. On lui demande, papa, c'est quoi? Il dit, on ne sait pas, nous aussi, on ne connaît pas. On est là et l'argent des ordonnances ne sont que venir et nous n'avons pas assez de moyens. Il n'y avait même plus. L'argent est fini à un niveau, le peu qu'on avait. On a décidé, oui, voilà pourquoi on a décidé de venir avec elle à la maison. Elle est là comme ça, elle ne prend rien, le peu qu'on trouve parfois, les poudres là, on la met aussi pour que ça la soulage. Elle dit ça la soulage, parfois ça la soulage pas. Parfois elle pleure, nous tous on pleure, on commence les pleurs dans la maison. C'est comme ça tout le quotidien. Maman, oh. Maman, maman, moi j'aime tout là. Talala, maman, talala, talala, n'a quoi tu là? Talala, n'a pas quoi là? Aïe, maman. Je ne parviens même pas à me faire pipi quand je veux faire pipi. Quand je pisse là, ça rentre tout que sur moi, sur mon corps. Parce que les fesses sont tous fermées. Je ne sais pas. Toute la partie s'est fermée. Je ne sais pas là où vient, où c'est la chair, où c'est quoi. Oh. Je suis calée au lit comme ça, là, je ne parviens pas à me lever. Même faire la toilette. Depuis des mois, je n'ai pas fait ma toilette. Parce que je ne parviens pas, papa. Je ne parviens pas. Lucie est désespérée. Ses nuits sont perturbées, la douleur intense, elle vous tend la main. Mes frères, mes soeurs, de bonne foi, papa, peuvent venir en aide, peuvent me venir en aide pour que je puisse me lever. Me lever seulement, je fais aussi ma part de toilette. Quand je reste comme ça là, ce n'était pas la poudre. On me nettoie, on m'embaume comme un bébé. Vous voyez comment la partie c'est blanc. Si ce n'était pas la poudre là, c'est que vous ne pouvez pas. C'est parce que je dégage. Si mes frères et sœurs peuvent me venir en aide pour que je puisse aussi me lever, c'est le pas du lit, papa. Les médecins vous soignent? Oh, mon Lucie, oh. Mon Lucie, Tito, on va m'endasser. Quoi, pas là, pas moi, Tito. Lucie, non. Payez mon ananas, payez mon ananas. Et voilà donc le cas de Lucie Namo qui est malade. Elle est déjà en clinique. Pour ceux qui ont cette information, c'est déjà une bonne chose pour cette maman qui a du mal, qui a passé déjà plus de 3 ans couchée et qui aujourd'hui commence à avoir un peu de sourire à la suite notamment de cette prise en charge qui a été enclenchée. Bonsoir Irène. Bonsoir Flavien. Et bienvenue. Merci. C'est le cas de Lucie que nous allons évoquer dans un instant. Mais avant, il y a cette jeune mère qui est venue avec son fils, donc la maman de petit Jean.
Tout à fait. Triste et pathétique a été le discours de cette jeune mère sur ce plateau. Et nos chers bienfaiteurs ont fondu de l'âme et ont répondu au cri d'appel. Et les différentes contributions que nous avons perçues tout au long de l'émission sont les suivantes. Ben Sikin Basso de Banté, 1500 francs. Antoine Fotso, 1000 francs. Famille Namo, 3000. Diki Alphonse, 3000. William Lionou de Kousseri, 2500. Tété Marie-Noël, 2000 francs. Bienfaiteur anonyme depuis Ambam, 5000 francs. Julie Charlotte Jouego, 2000 francs. Thierry Ngongan, 450. Fouette Michael, 1500. Dienou Lonkwe depuis Douala, 2000 francs. Majolie de Ndorpassi 2, 1000 francs. Tionan Kwete, épouse Samou, 700 francs. Maya Aimé de Fumban, 1500. Albert Bami et fils, 1000 francs. Patrick de Douala, 5000 francs. Mougwenge Meni, 1500. Peggy Stella Mougwe, 1500. Razier, 5000 francs. Diouta Georges de la famille Ken, 500 francs. Gemto Foko, 3500. Nathalie Kouna Mama, 1000 francs. Guy Martial Keroutouele, 2500. Martial Bougnon, 2000 francs. Emmanuel Tedonde, 10 000 francs. Paulin Youbin de Faux, 1000 francs. Kouate Sidol Romeo, 5000 francs. Amadine Lizangefak, 2000 francs. Dibrila Amon Tizi depuis Figuel, 2000 francs. Jules Lecoin, 2500. Famille Fotso de Bonabieri, 1000 francs. Tchagé Claire Sidoni, 1000 francs. Suzy Mabel Chobjo, 3000 francs. Nous avons perçu un montant de 109 650 francs CFA. Nous disons déjà merci à cette machine de la solidarité qui a bien voulu se mettre en marche, et les contributions continuent via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16, et bien vouloir nous faire parvenir par message votre nom, le montant contribué et spécifier le cas pour lequel vous êtes en train de contribuer. À la suite des contributions du bébé Jean, nous avons également les contributions de Maman Lucie, famille Ekele Jacques de Putico, 1000 francs, un frère à Douala, 2000, famille Bachou au pont de Bonabassem, 1500, une retraitée grand-mère à Bonamoussadi, 5000 francs, Étienne Dormo, dit voisin, habitant de l'Orbessou, 3000 francs, Génération Méni, 20 000 francs, famille Aslem de Malabo, 10 000 francs, retraite spirituelle des fils et filles de l'ancien Zouango à Yaoundé, 7 000 francs, Nemale Didero, 3 000 francs, Choral Forever Gospel de Bonapriso, 1000 francs, Doyoun Djoukwo, 3 600, Aboubakari, 3 000 francs, Goussou, 2 000, Kapché et Pouzombo, 500, Wambo, 1000 francs, la famille Koum de Berli, 1500, Merveille Tchela, 1000 francs, Don Fak Monique, 2000, Maman Alima de Omnisport, 10 000, Tiani Sephora, 5 000 francs, une mère de la Pologne, 5 000 francs, Maman T, 5 000 francs, pharmacie de gars de Ndorbonne Citadelle, 5 000 francs, Maman Jeannette de Bonadibon, 5 000 francs, famille Kani, 2 000 francs, un groupe de paroliens de Tchang, 5 000 francs, terminale SES1 du collège Liberman, titularisé par M. Massem, 17 000 francs, un couple à Bafoussam, 10 000 francs, Somme 100, 1150 francs, couple sensible des Touguebe, 1100 francs, Merveste Latazo, 1000 francs, Robert Lundjoum, 5 000, Tacha Godjoum Emmanuel, 5 000 francs, Émérance Mofunoka, 1000 francs, couple Koto à Strasbourg, 5 000 francs, Maman Rose Dédé à 5 000 francs, famille Diogo depuis Toubourou, 2500, Audrey de Bafoussam, 1000 francs, Joséphine, 5 000, Ibrahim Bouba de Kribi, 1000 francs, Marcelin Kameni, 1000 francs, Ebama Alain, 500, Chantal de Bonabéry, 25 000, Karine Kapché et Pouzombo, 500 francs. Âme de bonne volonté, 5 000 francs. Carole, 3 000 francs. Famille Ngoku Martin Kamdom, 5 000 francs. Famille Aslem de Malabo, 10 000 francs.
Abba depuis Marois, 1500. Somme 32, 2000. Yopa Jacqueline de la Cité des Palmiers, 5000. Tchakounte Joséphine de la Cité des Palmiers, 1500. Famille Dassi de Bonabéry, 5000 francs. Frambapa Yoko de Bonamoussa a dit 5000 francs. Bienfaiteur, 3000 francs. Négué de Bonabéry, 2000. Madame Chenou Marie, 1000 francs. Foyette Pierre de Boya, 1500. Pomériné de Mangaï, 1000 francs. Famille Aïssia Yaoundé, 1500. Madame Manga de Boya, 10 000 francs. Famille Papa Sam Evané depuis Bertois, 5 000 francs. Le Cordeau de Manjo, 2500. Atebangono, 500 francs. Et Broda Ilmuntengene, 2500. Famille Fodzine de Bonabéry, 1500. Thérèse Yanga, 1500. Christelle Glotis Fangwe, 6 000 francs. Tembe Fom, 1000 francs. Marie Sienje, épouse Chokokam, 2000. Marcelin, 10 000. Tchatchouanga Sam, 8 000. Bekono, 20 000. Karine Kenny de Garoua, 1000 francs. Famille Siyoche, 3 000 francs. Jules Lenkwam, 3 000 francs. Bienfaiteur de Ndorbonne, 2500. Une paroissienne de Bafoussam, 10 000 francs. Une maman de Dimako, 5 000 francs. DHN, dynamique du Haut-Cam, coordonnée par Madame Solange, 250 300 francs. Famille Tiani Véronique, 5 000 francs. Bienfaitrice, 2 000 francs. Un bienfaiteur, 1 000 francs. Une famille chrétienne Tinga et Lobby, 3 000 francs. Ton Le Pierre, 2 500. Kakouwage Amsetou, 1000 francs. Sarangolais et Paulet, 1500. Géraldine Oyou Azi, 1000 francs. Kouedja Dieudonné, 1000 francs. Famille Chofo, 5 000. Azé James Mabo Inkwen Imbamenda, 5 000 francs. Raoul Tazo, 1000 francs. Flavie Rachel, 1000 francs. Family of Enjafou Douala, 5 000 francs. Gilbertine Kenye, 2 000 francs. Valérien Simofonine, 2 000. Fabrice Igor Noumsi Chebo, 2 500. Paulette Mefoku, 1000 francs. Chérone Menangi Nagesi, 1000 francs. Chérel Oke Choukoun de Faux, 3 000. Ngounou Sofo Louisa, 500. Yolande Bernard Mamia Fo Tabakam, 500. Simplice Olive Keko, 3 000. Virginie Flochouya, 3 000. Hélène Eliane Ndjukwa, épouse Wamba, 1000 francs. Georges Ambeneba, 1500. Eunice Yemdia Djinti, 2000. Steve Toro, 650. Une étudiante en physique, 1500. Un bienfaiteur de marché Tamko à Bonabéry, 5500. Bienfaiteur, 2000. Une grand-mère retraitée à Bonamoussadi, 5000. Chumga, 1000 francs. Famille Diogo, 5000. Monsieur Ndormo, 10 voisins à l'Orbesso, 3000. Huissi Rose Kin, 3000. Une bienfaitrice de Niala, 2500. Mansourou Yero, 5000 francs. Patrick Chokwenti, 2000 francs. Etienne Chi Agné, 2000. Albert Djoumissi, 1000 francs. Sediko Kwanya Kamdem, 500 francs. Gilbert Swap, 5 000 francs. Valérie Oscar Fonkwa Kamdem, 1000 francs. Blaise Tayouchou, 2500. Alain Petit-Mvou, 2000. Tachago Valet de Tchan, 3000. Madame Meigné Fotso Kenda de Ndorpassi 2, 2000. L'amour du prochain, 2000. Un parolien de Douala, 2000. Alain Sylvain Ipanda, 1000 francs. Bob Malais, 1000 francs. Bienfaiteur de Douala Village, 2000. Polydor Chouet depuis Bilonguet, 1000 francs. Chudeza Blaise, 2500. Noumsi Fabrice, 2500. Une chrétienne de la paroisse Saint-Joseph de Bonabéry, 5500. Merlin Vivian Lambou, 1000 francs. Serge Alain Chouanto Kamse, 500. Kien Fokem, 1000 francs. Franck Carles Yuonche, 1000 francs. William Franck Wandi Kwimi, 1000 francs. Clarence Charlette Massopi, 1000 francs. Alice Negué, 2000. Claude Mungu Anouza, 2000. Gabriel Asabashi, 3000. Michel Berthe Toukam, 5000. Famille Apa Sinclair à Konsamba, 2500. Couple à Bafoussam, 10 000. Une famille chrétienne Ndorpassi 2, 10 000 francs. Une famille bienfaitrice à Kribi, 50 000. Groupe caritatif Les 13e Apôtres, 50 000. Géraldine Ondoa, 1000 francs. Une chrétienne de PK8, 3 000. Église évangélique du Cameroun de Bana Centre, 12 725. Gaman, 14 000. Jean Matela, 2500. Maman Lucie, 3500. Famille Tchala Okola, 2000. Go ou Marie-Madeleine, épouse à Benadamien Donatienne, 1300. Rose Siri, 1000 francs. Famille Tandida Evelyne du quartier Elundem à Yaoundé, 1000 francs. Association des femmes entraide, 120 000. Laila Ourey, 1000 francs. Kilan Romial Paul, 1000 francs. Yumbi Viviane, 2000. Kamgam Léopold, 5 000. Sylvie Povossi, 2 000. Un prochain, 20 000.
Tomba Vanina, 2 000. Djoukwe Jean, 1000 francs. Meobsa, 10 000. Bienfaiteur de Yaoundé Fougerolles, 500. Josette Hermine de Yaoundé, 2500. Eboulet Patrick depuis Bonabéry, 1000 francs. Un chrétien, 1000 francs. La gloire de Dieu, 2000. Une chrétienne de Yaoundé, 1000 francs. Armand Florent Zan depuis Bertois, 500. Poagou Wansi Oriane, 2000. Narcisse Dila, 1000 francs. Madame Gayap, 2000. Famille Bipa, 1000 francs. Une fidèle téléspectatrice, 5000 francs. Famille Nouta Dieu de Bamboutou, 1500. Choco Kam Carole, 2000. Famille Kemsou depuis Garoua, 10 000. Valérie Clarisse Kuitenassi, 1000 francs. Madame Essombe, 10 500. Un enfant béni, 2 000. Nana, 5 000. Une maman de la paroisse Saint-Marc de Biemassi à Yaoundé, 2 000. Un enfant de Bafoussam, 2 000 francs. Mayou Kien Frou, épouse Ndja, 2 000. Pierre-Marie Pokam Foyette, 1500. Famille Singwe, 10 000. Dodo La Joie, 10 000. Adèle, 10 000. Madame Kwasi Marie, 1000 francs. Madame Yopa Micheline, 1000 francs. Nimazi Patricia, 2500. Jobsou, 2500. Thiago Jacques, 3000. Ben Sikin Basso Abahanté, 1000 francs. Les femmes nuélées de Kekem, 20 000. Gabriel, 10 000. Prudence de Lorbaba, 1000 francs. Fankam Germaine, 5 000. Pomenye Florian, 1000 francs. Merlin Tchomola, 1000 francs. Ngara Taniken Alice, 2000. Fidélis Samandinga, 5 000. Célestine Benaden Bala, 1000 francs. Chafak Anne, 2000. Famille Kokam, 5 000. Chérel Oke Choukoun de Faux, 3 000. Yvette Ngemou Kamsou, 5 000. Ombassa Otoke, 2 000. Élise Nadège Noumeni Madonken, 5 000. Bitakar Sinta Louis Gabriel, 5 000. Mège Bandou Kemache, 1500. Joseph Duplessis dit Pajoudou Boupami, 2000. Joanne Dombou, 5000. Mathieu épouse Kemo Elisabeth, 2600. Mathilda Claire, 1000 francs. Antoinette Kenny Noumsi, 2500. Une dame à Izembek, 4500. Une chrétienne de Bahanté, 2500 francs. Berthen Naoussi Pognan, 2000. Anastasia, 1000 francs. Billy Aubin, 1000 francs. Un bienfaiteur, 2000. Yifundou, 500. Élise Kemie, 15 000. Le pasteur Divine, 20 000 francs. Maïgari, 3 000. Et Stanley, 10 000. Galen Mida Sokamdoum, 3 000. Madame Tamko Denise Abonabiri, 2 000. Olivier Ngepi, 1500. Merveille, 5 000. Un bon samaritain, 6 000. Une famille chrétienne de Bameka à Bamenjo, 1500. Pharmacie de garde d'Orbonne Citadelle, 6 000. Tout est possible à Dieu, 1000 francs. Chokokam Apollinaire, 2000. Dunja Jefta Djoumou, 1000 francs. Rodolphe Temendou, 1000 francs. Willy Ano Fokusson Fak, 300. Bienfaitrice, 2000. Zidane Penkan Foudjou, 300. Marie-Aimée Tudo, 1000 francs. Natita Zovita Matan, 1000 francs. Madame Tamo, 1000 francs. Ewell Wisher, 1000 francs. Kamine Noupou Emmanuel, 1000 francs. Bienfaiteur de Zoumaï, 3000. Fogab Kenden John, 5000. Une chrétienne, 10 000 francs. Bernadette Solange Timi, épouse Aïssi, 1500. Adonis Florent Ninga Boula, 1500. Bienfaiteur de Ndorpassi 3, 5000. Bienfaitrice, 10 000. Blandine Makenkoum Kenja, 500 francs. Bienfaiteur Nouvelle Route 7e, 20 000 francs. L'amour de Dieu, 1000 francs. Maman Dioka Bernadette, 1000 francs. André Tep, 2000. Chrétien de la Sainte Trinité de Bilonguette, 2000. Couple chrétien de Ngousso, 2000. Azambou, 5000. Julienne Gaston Achiko, 5000. Bienfaitrice, 2000. Maman Mole, 2000. Madame Bi, 10 000. La famille Takoulé venant de Bamenjou, 1000 francs. Madame Sou de Boya, 25 000. Marie en famille, 5 000. Madame Yopa Jacqueline, 2000. Bienfaitrice, 2000. Kwefoka, 4500. Amidou, 2000. Famille Ongenendeme, 2000. Bienfaitrice de Bouddha, 1000 francs. Gemto Foko, 10 000. Chinda Romual, 1000 francs. Raoul Thierry Koudjo, 500. Anne-Laure de Yaoundé, 2000. Sidouane Amambou Kene, 500. Roland Kalé Tchoche, 2000. Octavie Kenye Tanye, 1000 francs. Michael Kenyi Meli, 500. Maison de prière de Lorbaba Entreprise Spirituelle, 2000. Madame Kandou Bernadette, 2000. Linda Friki Sop, 10 000. Bienfaitrice Dédéa, 3000. Kemenye, 2000. Monsieur Twindje Alphonse, 1000 francs. La famille Babichoua de Yaoundé, 2000. Joie de Honorine de Yaoundé, 1500. Une chrétienne de Kopchoud à Bafoussam, 3000 francs. Nous avons un montant de 1
321 875 francs CFA. Et il faut noter, chers bienfaiteurs, qu'actuellement, le devis, puisqu'elle est internée actuellement à l'hôpital, s'élève à 2 190 000 francs CFA pour le séjour actuel, puisqu'elle continue à être internée à l'hôpital, elle continue à prendre des médicaments, le traitement et tout. La prise en charge continue a déjà commencé et vous comprenez déjà que le montant est le gap. Il en faut encore davantage pour que nous puissions régler la facture de maman Lucie, dont nous prions déjà. Qui a retrouvé le sourire. Qui a retrouvé le sourire, oui. Elle retrouve les images seront présentées dans les prochaines éditions de Regard Social. Tout à fait. Question de vous montrer comment est-ce qu'elle est prise en charge et avec votre concours également. Elle a toujours besoin, besoin de finances pour la suite de cette prise en charge. Vous ne partez pas, vous restez. Ça, c'est pour cette maman Lucie, qui est donc prise en charge. Elle est à 1 million, vous avez dit 321 875 francs CFA. Alors, il faut davantage se mouvoir pour trouver quelque chose également. Question d'achever cette prise en charge et qu'elle retrouve le goût de la vie totalement. On espère bien, parce que les médecins lui ont promis ça. Il faut qu'elle reste forte pour qu'elle retourne à la maison et en bon état, en bonne santé. Il faut rappeler qu'elle a déjà du sourire. Oui. Lors de notre dernière visite, elle était toute souriante et elle papotait. Donc, ça montre, c'est bon signe. D'accord. Alors, il y a un autre cas ce soir, le cas du petit Jordan, qui est également en clinique. Nous vous invitons juste à suivre un bout de son reportage et juste après, nous allons vous donner la situation et recevoir une grande association juste à la fin de ce programme qui apporte de bonnes nouvelles aussi, puisqu'il n'y a pas que de mauvaises nouvelles à ce programme. Il y a également des bonnes nouvelles qui est venue, en tout cas sur ce plateau, avec le ventre carrément ouvert. Vous l'avez vu à travers ces images. Aujourd'hui, il est en clinique également. Il est intubé. Le petit Jordan également retrouve le sourire. Il sera de retour sur ce plateau pour venir dire merci aux téléspectateurs. Mais seulement, très prochainement. Il y a encore quelques petits réglages à faire pour une prise en charge totale. Tout à fait. Comme on peut le constater sur les images, son premier passage sur le plateau était le 10 septembre dernier. Et la suite des contributions que nous avons perçues pour le petit Jordan sont les suivantes. Ambe Epsibangoum, 2000 francs. Francisca Bello Lemandje, épouse Lebadjon, 500 francs. Famille Appa Sinclair à Konsamba, 2500. Dobi Bou Family, 5000 francs. Léopoldine, 10 000 francs. Bénévolence de Makepe, 2000 francs. Lozodonta Africana, 5000 francs. Famille Mungam de la cité belge, 1000 francs. Une famille chrétienne à Malanguet, 20 000 francs. Personne charitable, 1000 francs. NG, 3 000. Shonko Herman, 3 500. Une écolière, 1 500. Aboubakari Abiba, 3 000 francs. Une bienfaitrice du Canada, 30 000 francs. Une chrétienne Saint-Joseph de Bonabéré, 5 000 francs. Une âme de bonne volonté, 5 000 francs. Madame Foueguep depuis Bangui, 1000 francs. Téné, transporteur à Loum, 2500. Famille Kentia de Douala PK 18, 1000 francs. Claire et Honorio à Souza, 5000 francs. Famille Ballon, 5000 francs. Famille Yebgan, Gilberto du marché central à Douala, 5000 francs. MJ de Yaoundé, 5000 francs. 8 Love from my children to Elundem Yaoundé, 5000 francs. Rosine Chagam, 1500. Betty from Yaoundé, 3000 francs. Famille Guemo Josué, 1000 francs. Famille Feudzo de Lorpom, 50 000. Nadège Tatenou à Douala, 2500. Chami Calvin de Yaoundé, 2000 francs. Alphonsine de Pumélon, 1500. Makam Tesso, 2500. Germain de Bonamoussadi, 2500. Une inconnue, 700 francs. Arnaud Tengue de Sanchou, 3000 francs. Vous y arriverez, ça, Ouais. je compte sur vous. Julienne, 500 francs. Une bienfaitrice, 25 000 francs. Bienfaiteur de Bonabéré, derrière Royal Palace, 2500. Makoma Ndolo Matitimbe Odouala, 30 000 francs. Impact Charité du Congo, 20 000 francs. Maman Chokonte Mbopié, 2500. Maman Brigitte, 10 000 francs. Une chrétienne de Bilonguet, 2500.
Une famille à Mimboman, 25 000. Kamgem, épouse Nouma Liemat, 4 000 francs. Cynthia Dumbi, 1 000 francs. Gérier Djoula Kumbu, épouse Fossi, 3 000. Willy Fomingayou, 5 000. Fleurine Mylène Rebecca Omombene, 2 000 francs. Djoumessi Yafa Ani, 1 000 francs. Nougwe Kamga, 1 300. Madame Tchagé de Lorbaba, 2 600. Bébé Fête Amour, 5 000 francs. Madame Dongue Vianney Félicité, 5 000 francs. Limbok Elise, 3 000 francs. Bienfaiteur de Garoua Boulaye, 1 000 francs. La famille capturée de Garoua, 20 000 francs. Maman Diokam Bernadette, 1 000 francs. Bienfaitrice, 20 000 francs. Couple chrétien Gousso, 2 000 francs. Mary en famille, 5 000 francs. Mama Yopa Jacqueline, 2 000 francs. Bilanda, 5 000. Octavie Kenye Tanye, 1 000 francs. Dieu ne dort Gounou, 2 000. Victor de Douala, 5 000. Maison de prière de Lorbaba, entreprise spirituelle, 2 000 francs. Famille Estayou, 30 000. Bienfaitrice, 1 000 francs. Ekone Elisabeth, 1 000 francs. Élan de cœur, 2 500. Anonyme de la Cité des Palmiers, 5 000 francs. Bébé Guy Moulet, 1 500. Madame Kamden Bernadette de Yaoundé et Mana, 5 000. Valérie Tchike, 1 000 francs. Diaconesse Yaoundé, 5 000 francs. Famille Djomé à Mantem 1, 500 francs. Madame Poutom, 2 000. Dormo Lucie depuis Yaoundé, 1 500. Monsieur Wambo Paul, 30 000. Kenzani Pambosco Donald, 2 000 francs. Fogam Nassissa Yaoundé, 4 000. Zetiko Efrakata, 100 francs. Julio de Pungaoundere, 1 500. Apingandi Martial, 2 000. Madame Veuve Boé, 2 000 francs. Inconnu argent trouvé, 6 000 francs. Bon, nous avons un montant de 2 897 000 francs CFA pour le cas du jeune Jordan. Il faut rappeler qu'actuellement, nous avons une dépense qui s'élève à 2 666 000 francs CFA. Donc, vous comprenez, chers bienfaiteurs, que le petit Jordan commence déjà à aller mieux, mais il faut encore davantage pour qu'il soit remis complètement sur pied et qu'il soit sur ce plateau avec le sourire. D'accord, donc il faut un peu plus de moyens encore pour les derniers réglages. Tout à fait. Et là, il sortira et viendra dire merci à ce grand public, à tous les téléspectateurs qui ont cotisé, qui ont contribué pour sa prise en charge et notamment sa guérison. Donc, vous ne partez pas, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous recevons une grande association, c'est l'association des jeunes Bazou et amis de Douala qui est avec nous ce soir. Et le président est donc Tchakoumi Jean-Pierre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fabien. Voilà, vous êtes le président de cette association, président général, ça il faut le préciser. Vous avez votre micro, c'est votre micro là, vous l'utilisez. D'accord, allez-y. Alors, vous n'êtes pas seul. Vous êtes venu avec Pamène Paul, qui est le vice-président également, qui est avec nous ce soir. C'est vous, bonsoir, bienvenue. Et également Madame Kuichou Mireille, qui est conseillère de cette association. Bonsoir, bienvenue, Madame. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous amène, M. Tchakoumi? Merci une fois de plus, bonsoir. Nous sommes ici ce soir dans le cadre on pourrait dire un soutien. Un soutien non simplement pour l'émission que vous dirigez depuis un bon bout et qui cadre avec les objectifs et les missions, voire même le fondement même de l'existence de notre association. Je dis bien la jeunesse Bazou Amidola. L'une de ses missions premières, c'est l'assistance, c'est l'entraide. Et justement, votre émission nous semble être une bonne plateforme, une audition, j'allais dire une tribune, qui est presque en synergie avec notre mission. Et justement, nous sommes là ce soir pour vous soutenir. Pour soutenir également les différents cas que nous présentons chaque fois sur ce plateau, dans cette émission, bien sûr. Exactement. D'accord. Et vous n'êtes pas venu les mains vides. Ce n'est pas le temps des discours. Non, justement. Peut-être vous allez me donner l'occasion. Allez-y, vous avez la possibilité. Il faut quand même préciser une chose. Au sein de la jeunesse Bazou Amidola, c'est une grande famille. Elle est forte de près de 600 membres. Formidable. Très, très structurée, avec un corps d'honneur. Je ne citer que ça. Il y a
un membre d'honneur dans le corps d'honneur qui est très soucieux, qui est en ce moment alité depuis pratiquement 7 ans, qui a pensé, malgré tous les autres soutiens qu'il a l'habitude d'adresser à notre sein, qu'au-delà de la jeunesse Bazou, il pourrait avoir des personnes dans son cas. Mais lui, il a au moins le privilège. Il a l'avantage de se prendre en charge. Il pense justement que dans les 4 coins du monde, il pourrait y avoir des gens dans son cas, mais qui n'ont pas les mêmes privilèges et les mêmes avantages. C'est pourquoi nous sommes là ce soir, en son nom. Il s'agit très bien de M. Ziwan Jean-Marie de la jeunesse Bazou Amidouala pour vous remettre une enveloppe de 1 300 000 en soutien donc au cas en souffrance. D'accord. Ce que vous avez l'habitude de présenter. Alors, 1 300 000 francs CFA, c'est ce que l'élite... Oui. C'est ce que vous apportez. C'est ce que j'apporte, oui. Et là, ce n'est pas pour un seul cas. Non, justement, dans l'esprit du promoteur de ce don, il ne souhaite pas que ce soit un don ciblé. Que ça profite au maximum de cas possibles. Et que il échelonne les 1 300 000 francs en 52 cas, à raison de 25 000 francs par cas sur semaine. Voilà. Chaque semaine pour un cas, la jeunesse Bazou Amidouala, à travers ce don, remet aux nécessiteux 25 000 francs. Jusqu'à puration. D'accord, ça c'est intéressant. Merci déjà pour cette contribution et merci au promoteur de ce don que vous avez nommé. Monsieur Ziwan Jean-Marie. Monsieur Ziwan Jean-Marie, merci à lui qui est alité, vous l'avez dit, depuis 7 ans. Pratiquement 7 ans. 7 ans, mais qui a la possibilité de se prendre en charge et qui pense également qu'il y a des gens qui sont en détresse et qui n'ont pas les mêmes moyens que lui. Et il a décidé donc d'accompagner tous ces cas que nous présentons chaque jeudi soir à Regard Social. Irène. Oui, oui, c'est déjà, il faut saluer le geste parce que nous avons un cas social qui décide d'être au chevet des autres cas sociaux. Donc nous saluons déjà l'initiative et nous allons récupérer le don voilà. Pour pouvoir présenter en disant déjà que ce soit notre petit Jean où on a bénéficié d'un montant de 25 000 francs de la part de la jeunesse Bazou et Amis de Douala. Et les autres contributions, c'est-à-dire les autres cas sociaux que nous aurons chaque semaine, bénéficieront également d'un montant de 25 000 francs. Donc, c'est-à-dire à chaque cas social qu'on aura sur ce plateau, il aura automatiquement le montant de 25 000 francs. A priori. D'accord, merci. C'est cette enveloppe? Oui, c'est la représentante légale. D'accord, ça, c'est la caméra, c'est de l'autre côté. Et vous passez, je vais remettre tout cela, cette enveloppe également à Irène, qui est avec nous. Irène, vous avez donc cette enveloppe. D'accord. 1 300 000 francs. 1 300 000 francs. La jeunesse Bazou et Amis de Douala. Tout à fait. La somme de 1 300 000 francs CFA. Alors, M. Tchakoumi, Jean-Pierre, merci d'être venu. Autre précision avant de partir? Nous, M. Ndongo, tout simplement remercier la grande famille de la jeunesse Bazou Amidouala qui est en ce moment coachée à votre antenne et vous remercier pour tout ce que vous faites pour les désidérités. Merci, merci à vous et merci aux promoteurs également de ce don. Merci à tous ceux qui sont restés à suivre ce programme. Irène, je vous dis merci et bonne soirée à vous. Merci également à vous, Flavien. Et nous ne sortons pas sans rappeler les numéros de téléphone pour les différentes contributions qui s'affichent au bas du petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et bien vouloir préciser par message votre nom, le cas social pour lequel vous avez contribué ainsi que le montant contribué. Très bien. Je voudrais dire merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition de Regard Social. Cédric Nana, Cédric Chouna, Théo Tchunke, Eric Watat, Joël Essenge et Aïe Cyril du côté de Yaoundé, Libéraux Ndjomo. On va dire merci à Dani Warenzede qui est le réalisateur de ce programme. Et remercier également le public qui est venu nombreux comme tous les jeudis soirs. Merci à vous. Et merci également à tous ceux-là qui sont restés avec nous. Je suis Flavien Ndongo. Bonsoir.